Bonsoir et bienvenue dans ce lundi soir. Alors, cette semaine, on accueille Frédéric Neyrat pour son livre « Trop machine, intelligence artificielle et technofascisme » que je montre là, mais ce n'est pas le livre parce qu'en fait, pour tout dire, on enregistre l'entretien bien avant sa diffusion parce que, bon vivant rimant avec prévoyant, on en enregistre un pendant l'été pour en avoir un d'avance pour la rentrée et que le livre sortira le 21 août. Absolument, 21 août. 21 août, voilà, donc le livre n'est pas encore sorti, d'où le fait qu'on ait un gros pavé de photocopies. Alors, ce livre, il parle donc, comme son titre l'indique, d'intelligence artificielle et de technofascisme. Alors, ce qui est toujours déroutant quand on essaie de penser l'IA, c'est qu'il y a des formes très différentes de l'IA, des usages qui sont très diversifiés, d'autres qu'on juste n'aperçoit jamais. Et donc, d'un côté, on a tout un discours qui encense l'IA et qui va venir nous raconter, peut-être à raison, que ça va développer des capacités de diagnostics médicaux, que tous les petits-enfants, on va les sauver, etc. Quand on a un discours critique de l'IA, on pense aux mêmes petits-enfants qui vont devenir un petit peu bébêtes en utilisant ChatGPT, en faisant pas leurs devoirs tout seuls, etc. Mais en réalité, l'IA, elle va bien au-delà et bien en deçà de ces deux caricatures. Et donc, quand on fait une recherche sur Google, il y a de l'IA. On peut imaginer que dans à peu près n'importe quel processus de production, n'importe quelle marchandise aujourd'hui, il y a de l'IA. Les avocats aujourd'hui, Dalloz propose aux avocats des abonnements gratuits de 1 an à l'IA pour pouvoir trouver la jurisprudence plus rapidement. Et donc voilà, donc l'IA, c'est cette espèce d'entité dont tout le monde parle et qui en même temps qui est à la fois très floue et très variée et très hétérogène dans ses applications. Et donc, le grand mérite de ton livre, Frédéric, il en a plusieurs, mais c'est d'essayer de comprendre l'IA dans sa globalité. C'est-à-dire l'IA comme un phénomène technique, philosophique, anthropologique et évidemment politique. Nous, ça résonne beaucoup avec un entretien qu'on a fait avec Mathieu Cortil, qui avait publié Ni Dieu ni IA il y a quelques mois maintenant, qui lui prenait vraiment la question d'un point de vue épistémologique, de dire qu'est-ce que peut réellement l'IA, qu'est-ce qu'elle ne peut pas vraiment, etc. Donc toi tu le prends vraiment du point de vue d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire qu'il y a plein de parties du livre qui sont assez spéculatives et peut-être que les moins philosophes des lecteurs s'y perdront un petit peu, mais en même temps à chaque fois tu viens le rebrancher sur des choses pour le coup très 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 matérialistes et de fait très tu poses vraiment la question sur son pan politique, quoi. Et donc le livre est pas facile, je tiens à le dire, et en même temps moi je pense que moi j'ai pas tout bien saisi dedans, mais je pense que les bons livres sont ceux qu'on ne comprend pas immédiatement parce que sinon c'est du yaourt et c'est jamais un très bon signe. Alors il y a le livre aussi, il est composé d'une manière un petit peu étrange, qu'en général, dans les sciences humaines, il y a une thèse de départ, c'est le format d'une thèse tout le temps, il y a un terrain, une thèse, etc., puis qui vient se confronter aux recherches. Là, la réflexion, elle est un peu, je trouve, un peu en étoile, c'est-à-dire qu'il y a l'IA, cette idée de l'IA un peu floue a priori, et tu pars dans plein de directions différentes. Donc, moi, en lisant, j'ai noté 36 questions de points qui me paraissaient intéressants, mais évidemment qu'on va essayer de condenser, de concentrer comme on en parlait avant, et donc je vais choisir un peu les points qui moi me sont apparus les plus saillants. Et donc après cette longue introduction, je vais commencer un peu par la fin, moi, de ce que j'avais noté, parce que c'est la fin du livre, même si c'est le titre, le rapport entre technofascisme et intelligence artificielle. Et donc tu t'écris l'expansion des intelligences artificielles et la prolifération des régimes hyper autoritaires sont deux phénomènes qui s'alimentent l'un l'autre. Comprendre le dit technofascisme ne pourra se faire qu'en nous interrogeant sur nos manières de le comprendre, au lieu de chercher trop vite des réponses sociologiques ou superficiellement politiques. Et j'ajoute juste un petit peu ce que j'avais noté après dans mes citations. Juste après, tu dis, à l'ère des IA, le fascisme devient cognitif. Alors, est-ce que tu peux juste nous expliquer l'imbrication que tu vois entre IA et technofascisme? Ok. C'est la fin, mais Oui, pourquoi pas. Commencer par la fin, c'est propre de l'être humain, donc c'est parfait.
J'hésitais même à un moment donné par rapport au sous-titre de ce livre, Trop machine, intelligence artificielle et technofascisme. Je voulais mettre fascisme artificiel, mais c'était pas beau, ça faisait une répétition dans le sous-titre, quoi. Parce que je suis à la recherche dans ce livre, non pas d'une nouvelle disons d'une enquête historique sur ce que c'est que le fascisme. Donc ça doit être fait, bien entendu, c'est fondamental. C'était pas le but. C'était plutôt de voir s'il n'y avait pas une autre forme de fascisme, disons, qui pourrait venir de la production technologique comme telle. Et donc, j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas quelque chose qui, d'un point de vue machinique, pourrait déboucher sur une fascisation, sur une mise en faisceau, en fait, des subjectivités. Et ce fascisme-là, cette manière de mettre en ordre la pensée, peut être l'un des effets de l'intelligence artificielle qui cherche toujours finalement à produire une forme de moyenne. L'intelligence artificielle, elle est toujours moyenne. Et on peut dire qu'elle est médiocre si on veut, mais en tout cas elle est moyenne. Elle cherche toujours un endroit, une symétrie, une façon de parler qui touche au milieu. Toucher au milieu, ça veut dire finalement qu'elle n'est jamais capable d'excéder ce qu'on peut croire, ce qu'on peut penser, ce qu'on peut voir. Et déjà là, on a quelque chose qui pourrait s'approcher d'une forme de fascisme au sens où il s'agirait d'empêcher un certain nombre de libérations cognitives, d'empêcher un certain type de libération de pensée. Il s'agirait de faire en sorte que les récalcitrances de la pensée soient dissoutes dans la production machinique du langage. Je dis ça parce que je crois que plus j'ai avancé dans la recherche sur l'IA, et plus ma pensée s'est aggravée. Au départ, il y avait peut-être quelque chose qui pouvait être presque ludique, hein, comme finalement on peut jouer avec ChatGPT, avec ce type de moteur de recherche, avec ce type d'intelligence artificielle. Et plus j'ai avancé, et plus, d'une part pour des questions d'écologie physique et d'autre part pour des questions d'écologie mentale, je me suis rendu compte à quel point l'IA c'était quand même une sacrée saloperie en fait. Et donc, quand je dis que ma recherche s'est aggravée, c'est que l'idée de fascisme artificiel n'était pas là au début. Au début, ce que je voulais d'abord montrer, c'était déjà important, c'était comment réussir à parler de l'IA. Je voyais dans l'IA une atteinte à la communication. Bon, ça on pourra en parler si tu veux ensuite, et en partant de ça, en partant de la manière dont l'IA transforme la communication, nous fait parler, parle avant même que nous soyons capables de parler, j'en suis venu ensuite à voir comment la psyché, notre subjectivité, notre cerveau est atteint. Et j'en suis maintenant à dire que finalement ce que produit l'IA sur le plan du cerveau, c'est quelque chose de l'ordre d'un cognicide. Je pense que véritablement ce qui est en jeu, c'est un cognicide avec l'IA. Donc le fascisme s'articule ici sur une manière de pouvoir d'autant mieux abaisser le niveau de l'intelligence et de pouvoir abaisser le niveau de la pensée pour pouvoir d'autant mieux commander. Rendre la pensée moyenne, empêcher la formation des pensées libres, c'est tout de même une voie directe vers le fascisme. Ouais, alors c'est marrant parce que en lisant le livre, je trouve que, enfin, ça correspond à ce que t'en décris là, c'est-à-dire que le début du livre est très, est assez spéculatif. Ah bon, qu'est-ce que c'est que l'IA, philosophiquement, etc. Et on voit qu'en fait, moi, c'est l'impression que ça m'a donné en le lisant, qu'en fait, ça s'intensifie un peu politiquement au fil du truc, comme si en fait, un peu ce que tu découvrais était en fait un peu pire que ce à quoi tu t'attendais. C'est pire que prévu. Ouais, mais alors, j'ai envie de te faire plus parler avant de te poser les questions les plus floues. Parce que là dans la manière dont tu le présentes là tout de suite, on a un peu l'impression que l'IA ça serait une espèce de méchant démon qui viendrait du dessus. Or, ce que tu dis aussi, et bon, sur quoi tout le monde s'entend assez facilement, c'est que tout le monde y concourt à l'IA. C'est-à-dire que enfin évidemment, c'est plus facile de faire ses devoirs avec de l'IA, c'est plus facile de trouver la correspondance de sa taille de chambre à air en erto par rapport
en pouces quand on doit acheter une chambre à air, etc. Et donc d'un côté, on voit que c'est une espèce de processus auquel tout le monde participe. De l'autre, j'avais une citation où tu cites quelqu'un. Non, c'est pas Zuboff, ça c'est une autre citation. Attends, je vais la trouver. Oui. Si donc il y a de l'intelligence à l'œuvre, il faudrait plutôt dire avec Timnit Gebru et Margaret Mitchell qu'il s'agit en définitive de l'intelligence des capitalistes. Oui. C'est-à-dire que l'IA, enfin tu l'appréhendes pas du tout comme une espèce de technologie qui arriverait comme ça en dehors de tout contexte sociopolitique. Écoute, c'est pas grave. Absolument. Et d'ailleurs, oui, donc il y a une caméra en moins là. On a une caméra. Tant qu'il en reste une autre. Ça, c'est bien qu'il y ait plein de caméras. Enfin, pas toujours. Mais écoute, on pourrait dire comme ça. Allez, pour continuer ce que tu viens de dire à l'instant, que l'IA, effectivement, c'est une forme sociale. On va le dire comme ça, c'est une forme sociale. Et donc, c'est une forme de communication, c'est une forme de gouvernance, c'est une forme à partir de laquelle le capitalisme tente de se récupérer. C'est la forme par laquelle le capitalisme pense se reterritorialiser, prendre le pouvoir et se refaire une santé financière. Il y a vraiment dans l'IA quelque chose qui touche absolument, c'est presque on pourrait dire un phénomène social total au sens de mots. Ça touche tous les aspects en fait de la société et ça touche également, comme on le disait tout à l'heure, notre manière de penser, notre manière de communiquer, les mots que nous choisissons, ou plutôt les mots que l'IA a choisis avant nous, les mots que l'IA prédit, les images que les IA prédisent. Et donc en fait on suit quelque chose, on est anticipé par des machines et notre cerveau finalement suit ces anticipations et se réforme, se modifie en fonction de ces anticipations. Donc on a vraiment un spectre qui va, disons, du capitalisme, d'un certain type d'économie, d'un certain type de projet politique contemporain, disons, de la Silicon Valley, et ça va de là au resculptage, aux modifications, à des modifications neuronales. Donc l'IA, c'est ça en fait. C'est pas simplement une machine qui nous parle ou qui calcule, c'est une redéfinition totale de la société qui est en jeu. Et donc, quand tu disais tout à l'heure que, effectivement, on est tous pris dedans en tant qu'on utilise des réseaux sociaux, en tant qu'on veut prendre un rendez-vous chez un docteur, en tant qu'on parle, qu'on cherche des informations sur Internet, en tant qu'on répond à des bots, à des chatbots, on est pris dans cette forme sociale totale. Et plus j'ai pris conscience de ça, plus je m'en suis rendu compte que précisément il était important, et là on navigue depuis tout à l'heure finalement entre la fin du livre et le début, qu'il fallait aussi certainement trouver des manières politiques de répondre à cette imbrication. Cette imbrication, par exemple, dans laquelle mes étudiants et mes étudiantes vont être de plus en plus prises. On me demande à mon université, là, pas plus tard qu'une semaine, d'expérimenter un logiciel qui servirait à aider mes étudiantes et mes étudiants à trouver des contenus dont ils ont besoin. Et pour l'instant, je pense que je vais refuser, mais j'ai vraiment hésité, parce qu'on se dit toujours peut-être que je pourrais... Enfin bref, en tout cas, la question pour moi se pose de savoir comment on réintroduit dans cette imbrication totale, inaperçue, invisible, parce qu'en fait, on y est, parce qu'on pense avec, on est pensé par, mais on pense avec ces machines, comment retrouver des formes, en fait, d'écart, à partir desquelles retrouver des formes d'autonomie intellectuelle. Je vais faire un cours l'année prochaine sur vraiment un cours de base sur la technologie avec du Heidegger et du Donna Haraway et du David Cronenberg et du Philip Dick, dans le but précisément de réintroduire des espaces de liberté dans quelque chose qui va très très vite. Il y a une extrême rapidité de la transformation du champ social et du champ psychique opéré par les intelligences artificielles. Ça va extrêmement vite. La refonte est bien plus rapide qu'avec les technologies antérieures. Et après, c'est compliqué parce que à chaque fois chaque question sur l'IA en fait elle ouvre à plein d'autres questions mais j'ai l'impression que là pour l'instant en fait en France, parce que je parle un peu dans les milieux des gens qui vont à l'école etc, la question de l'IA c'est est-ce qu'elle fonctionne ou est-ce qu'elle fonctionne pas, et donc par exemple les profs sont là à se dire les élèves font des mauvais boulots parce qu'en fait les références qui sont données par l'IA sont mauvais, et donc ça évidemment avec ça c'est une critique qui est faite, et en même temps
avec le pendant qui pourrait être, bah non, mais peut-être qu'à un moment donné, l'IA fera de meilleurs sujets. Et nous, on avait déjà fait l'essai pour l'interview justement avec Mathieu Cortine, on lui avait demandé de nous faire une interview dans le style lundi matin là. Et honnêtement, c'était pas génial, mais c'était bluffant en termes de résultats. Oui. Et donc, je trouve que toi, tu poses aussi, tu poses une autre question qui est, donc ça, c'est un peu l'action de est-ce que l'IA marche ou pas? Est-ce qu'on peut faire confiance à l'IA ou pas? Et toi, alors j'avais noté parce que j'ai trouvé ça assez. En fait, toi tu dis en fait en gros pour comprendre ce qu'est l'IA, il faut déjà réussir à comprendre ce qu'elle n'est pas. Et donc je cite un bout du livre et tu dis mon propos ne consiste donc pas à refuser la technologie au nom d'une humanité plus naturelle, parce que tu tiens à égale distance évidemment les prophètes de l'IA et évidemment et aussi les critiques de l'IA au nom d'une nature qui elle serait pure de toute technologie, etc. Et donc tu dis mon propos ne consiste donc pas à refuser la technologie au nom d'une humanité plus naturelle, mais à refuser la technologie qui empêche l'expression de la part énigmatique sans laquelle il n'est nulle humanité. Et donc il y a toute une partie là-dessus sur ce que l'IA en recopiant le langage ne peut pas, ce à quoi elle ne peut pas accéder. Est-ce que ça tu peux... La question de l'énigme, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui est au centre de l'ensemble de mes livres finalement. Dès que c'est de protéger l'énigme, c'est finalement ce que je fais dans quel que soit l'objet dont je parle. Et il y a un danger, bien entendu, lorsqu'on commence à dire ce que l'IA ne peut pas faire, parce que ça serait le réflexe humaniste, dire bon finalement, on a déjà entendu ce disque-là, quoi, elle sera jamais capable de faire telle ou telle chose, et à chaque fois qu'on dit ça, en fait on se plante, la machine prouve qu'elle est capable de faire, quoi. Et puis le geste humaniste dont je parle, le geste humaniste classique, c'est de toujours chercher un territoire d'exception pour l'humain, quoi. Alors on a vu ça par rapport aux animaux, et là on le voit par rapport aux machines. Il y aurait une sorte de lieu qui échapperait par définition aux machines et qui serait le propre de l'homme. Ça, je n'y crois pas non plus. Pour essayer plutôt de voir ce qui peut manquer dans l'IA générative, qui est le type d'intelligence artificielle aujourd'hui produite, et qui sera encore pendant un certain temps, je propose dans ce livre ce que j'appelle, je crois, un contraste existentiel radical. J'essaie en fait d'imaginer la machine qui n'existe pas. C'est-à-dire, j'essaie d'imaginer la machine intelligente la plus lointaine possible, la plus improbable. Et c'est uniquement à partir d'une machine improbable que je vais essayer d'évaluer les machines existantes. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui relève aussi je dirais pas d'une méthode, mais d'un parti pris philosophique qui est de partir du plus lointain, de partir du plus utopique, de partir du plus impossible. Et c'est uniquement en rebroussant le chemin que j'essaie d'analyser le possible, l'existant, les données, les datas, ce qu'on a. Et je crois qu'il faut partir de là pour éviter le geste humaniste d'un côté, et puis pour éviter de l'autre la célébration de la machine. Donc, et c'est ce que j'appelle dans le livre la machine et l'apostrophe, c'est-à-dire en imaginant quelque chose qui serait soumis à un type d'expérience qui produirait une sorte de fêlure, une zone de tension irréconciliée dans la formation technologique elle-même. J'imagine donc une machine traumatisée par l'énigme de l'existence, par ce qu'elle ne peut pas dire, par ce qu'elle ne peut pas communiquer. Et donc j'essaie de voir dans ce livre, à différents moments, ce que pourrait être ce trauma qui donc provoquerait un refoulement dans cette machine et qui, parce qu'il y aurait ce refoulement, la conduirait à des métaphores. Et c'est uniquement en travaillant cette machine énigmatique que je peux en retour commencer à évaluer, pour revenir à ce que tu disais au début, ce qu'on peut croire ou ce qu'on ne peut pas croire. En fait, si maintenant je réponds à ce que tu disais au début de ta question, on peut croire pas mal de choses en fait, et on sait bien qu'on peut se laisser prendre à beaucoup de pièges dans l'existence, et qu'on peut croire des choses même qui ne sont pas machiniques, on peut croire ce que l'autre nous dit, on peut croire plein de choses en fait. Et la machine, l'intelligence artificielle, nous fait croire qu'effectivement, elle parle. Je crois que dans ce livre, à un moment donné, je dis qu'il ne faut pas oublier que pour nous, la machine parle, mais pour la machine, nous ne parlons pas. Hein. Ce qui est d'ailleurs une prise de butin d'un truc de Lacan. Mais peu importe, c'est cette espèce de drôle de situation à partir de laquelle il faut, je crois,
évaluer ce qui marche avec elle ou ce qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de crédit en jeu là-dedans. De quoi on crédite la machine? Par exemple, on crédite le fait qu'elle parle alors qu'elle ne parle pas. Si on rentre vraiment ici dans l'aspect technique, c'est-à-dire voir comment les machines produisent du texte, on s'aperçoit que ces machines ne suivent absolument pas les lois du langage, qu'elles partent en fait des tokens, hein, des petits bouts en fait de mots, parfois des signes de ponctuation, et qu'à partir de là, elle va construire sa matière textuelle en imaginant à chaque étape le token le plus probable, ce qui n'est pas du tout comme on parle en fait. Donc c'est pour ça qu'on le sait bien, hein, qu'elle fonctionne sur des probabilités. Mais c'est tout ça pour dire qu'en fait on a là une sorte d'étrangeté textuelle qui ne correspond pas du tout à la manière dont nous rapportons à quelqu'un, voire à un animal, lorsque ce quelqu'un ou cet animal s'exprime. Donc là, on ne peut pas séparer, tu vois, il me semble, le rapport fiduciaire, le rapport de crédit, de confiance, il ne faut pas, je crois, le désenclaver, le désenclencher, le séparer de la manière dont ça fait croire que ça parle. Voilà. Là, on va dire c'est le pan où tu dis ce qu'elle ne parvient pas à faire, ce qu'elle ne parvient pas à copier, ce qu'elle ne parvient pas à faire. Et en même temps, tu dis tu décris l'espèce d'absorption de tout de l'IA qui absorbe donc évidemment nos données, nos paroles, nos réflexions, nos questionnements, les réponses à ces questionnements-là, etc. Et donc, vers le début du livre, il y a un truc où on a un peu l'impression qu'on est pris dans une loupe, et dont on ne peut plus sortir, que nous-mêmes, désormais, notre langage est lui-même affecté par l'IA. Donc après, une espèce de spirale comme ça, sans fin, qui nous absorberait, voire où on serait absorbé par l'IA, qui est pas juste la demande qu'on fait à ChatGPT, mais la reconfiguration générale de la matérialité du monde qui se fait selon ses codes, et donc selon la manière dont on la nourrit. Et à ça, ce que tu y opposes, toi, comme espèce de, on va dire, de geste de grève, c'est la métaphore. Est-ce que tu peux expliquer en quoi est-ce que la métaphore ne serait pas mangeable par l'IA? Parce que c'est une grosse partie du livre, parce qu'il y a aussi plein de petites parties du livre qui relèvent de... Je vois très bien ce que tu veux dire, et tu as raison de parler de cette espèce de spirale, de siphon, genre on est pris dans une espèce de mouvement que j'ai ressenti moi-même, qui est un peu paranoïaque. C'est qu'en fait, à un moment donné, on voit au fond la prise semble si grande qu'il y a une sorte d'angoisse en fait qui se prend. Je me souviens de quand j'écrivais les passages sur le fait du symbolique, on va dire, c'est-à-dire disons du trésor du langage, de la manière dont le langage se génère, et bien qu'il y aurait une prise même de l'IA sur ce trésor du symbolique. Et donc quelque chose qui atteint au cœur du symbolique, donc au cœur de ce qui va rendre possible nos paroles. Donc c'est assez flippant. Et c'est assez flippant. Et effectivement, dans cette angoisse, que je crois qu'il n'est pas complètement mauvais de ressentir, parce que sinon, si on ne ressent même pas cette angoisse, c'est quelque chose qui est recouvert et qui nous empêche peut-être d'avoir un certain type d'analyse, et donc, pour le coup, un certain type de libération, car bon sang, c'est quand même bien cette libération qu'il s'agit de viser. Pour reprendre ta métaphore de la spirale, qui est déjà mieux qu'un cercle, c'est que la spirale, quand même, elle s'enroule autour d'un vide, quoi. Et donc, il y a toujours quelque chose qu'il faut repérer, y compris dans la puissance, là où la puissance semble la plus forte, là où l'État semble le plus fort, là où l'ennemi semble le plus fort. Il y a quand même un espace quand même qui est un espace vide qu'il faut parfois créer, dans lequel l'ennemi peut tomber, ou dans lequel l'ennemi peut tomber parce que lui-même n'est pas indemne, en fait, de cette faille, quoi. Et donc, tout à l'heure, on disait énigme, dont personne n'est quitte, et qui est au fond ce qui transite chaque existence, chaque objet, un corail, une pierre, un animal, un être humain, un extraterrestre, etc. Même les méchants. Mais donc déjà il y a ce vide. Donc il y a quelque chose qu'on ne peut pas remplir, parce que pour le remplir, il faudrait créer un autre vide. Donc il y a une sorte comme ça je pourrais dire, j'ai une sorte d'optimisme ontologique dans le fait que quelque chose ne peut pas être rempli, hein, par une espèce d'effet Shadok, disons, quoi. Et donc la métaphore, pour moi, c'est quelque chose de très important. J'ai toujours fait la défense de la métaphore, y compris contre des poètes que j'admire, qui réduisaient la métaphore à la loi des forts. Et je me souviens plus maintenant de son nom, mais ça me reviendra.
Poésie prolétaire, comment il s'était déjà. C'est pas Quintane, c'est l'autre. Bon, bref. Mais ce que j'appelle métaphore, c'est la manière de jeter un pont au-dessus du vide, justement. La métaphore, c'est ce qui permet de pouvoir prendre acte de ce qui est perdu, de ce qui est inaccessible, de ce qu'on n'atteindra pas, de ce qui n'est pas en notre pouvoir, de ce qui n'est pas... de ce qui est de ce autour de quoi s'enroule le commun, par exemple. Et donc la métaphore, c'est la manière de pouvoir dire ce qu'on ne peut pas dire. Voilà. Et la métaphore, c'est ça, c'est quelque chose qui permet de dire ce qu'on ne peut pas dire. Là où il y a de l'impossible à dire, et bien précisément vient la littérature, ou vient l'opération poétique au cœur même de la littérature. Tim Morrison dit des choses à peu près identiques sur la métaphore et la frayeur des choses. La métaphore, disons, peut-être qu'elle dit littérature, comme ce qui nous permet de pouvoir ne pas succomber à la frayeur, en fait, à la frayeur des choses, c'est-à-dire au fait que précisément, pour pouvoir parler, il a fallu être frayé par quelque chose, en fait, qui est venu en moi, qui m'a montré que je n'étais pas ce que je croyais, ou qui m'a montré que je pouvais être quelqu'un avec toujours le risque de n'être personne. Et la métaphore, c'est justement ce passage entre être personne et être quelqu'un. Et donc, tout ce que je dis là, le vide, l'énigme, la métaphore ou l'abîme, c'est, je crois, ce qui habite absolument chaque être. Je suis persuadé que mon chat, par exemple, est traversé par l'abîme. Parce qu'en plus, je le vois faire. J'ai 2 chats en l'occurrence. Il y en a un très clairement, je le vois suffisamment curieux et méditatif pour voir ce que c'est que se désajuster d'un mécanisme biologique. Je vois très bien ce que c'est que... Je vois très bien. Je crois, peut-être, mais justement cette croyance qui peut aussi produire quelque chose chez mon chat, en l'occurrence, qui s'appelle Rumi. Je suis très content de parler de mon chat ce soir. Enfin, l'un de mes 2 chats, je parlerai de l'autre plus tard, une autre fois, pour un autre livre. Mais je le vois curieux, par exemple, de l'eau qui s'échappe des robinets. Alors ça, c'est pas bien parce qu'il y a une perte d'eau, mais je ne fais pas très longtemps. Mais il est très intéressé par les pertes d'eau et par ce qui se passe entre le départ de l'eau et l'arrivée de l'eau dans le siphon. Il peut rester un certain temps jusqu'à ce que je me rende compte qu'écologiquement, c'est quand même pas très bon de faire ça. Je dois me couper l'eau. Mais il est intrigué, il teste en fait ça. Il a une fascination, je crois véritablement, pour cette chose qui n'est pas un objet, qui est un champ et qui disparaît. Donc il est lui-même, à mon avis, soumis à la question de l'abîme. Voilà. Et s'il arrivait un jour qu'une intelligence artificielle soit sensible à l'abîme, eh bien ce ne serait plus une intelligence artificielle générative. Elle ne calculerait plus, ou elle ne ferait pas que calculer. Quand je parlais de la machine à l'apostrophe tout à l'heure, c'est ça. Ça serait une machine qui ferait la rencontre avec l'abîme, et quand on rencontre l'abîme, ou bien on perd la capacité de parler, ou bien on la retrouve par le biais de la métaphore. Moi, ça me fait un peu penser à un texte d'une conférence de Agamben sur la destitution et où il dit qu'en fait la poésie c'est la destitution du langage, parce que c'est le moment où on arrive à faire, en fait là où on voudrait penser le langage comme purement fonctionnel, etc. La poésie montre qu'en fait ce à quoi on tient dans la vie, c'est pas à la fonctionnalité à l'opérativité, à l'œuvre qu'on produit, mais au contraire à tout ce qui relève du désœuvrement en fait. C'est ça qui est. Je passe sur un autre pan une autre question, un autre pan du livre. Tu dis, je retrouve pas la citation évidemment, tu dis que c'est extrêmement important qu'il nous faut absolument arrêter de parler des prophètes de l'IA, parce que tu opères une distinction entre prédiction et prophétie, et tu dis, voilà, grosso modo, est-ce que tu peux expliquer comment tu distingues prédiction et prophétie, et pourquoi est-ce que ce qui se joue avec l'IA relève pas de la prophétie? D'accord. Alors c'est vrai qu'il y a le premier, non pas le premier texte, mais disons qu'il y a un des textes qui est central dans ce livre. C'est un texte qui essaie d'interroger la possibilité de parler d'une imagination artificielle. Est-ce que ça a un sens ou pas? Ou est-ce qu'il faut réserver l'imagination aux humains? Et donc, avec Youk Hui, je soutiens, et je tire ça d'un de ses livres, de ce philosophe, donc, je soutiens moi aussi, comme lui, qu'on peut parler d'imagination artificielle. Donc il y a quelque chose, un mode d'imagination, un mode d'anticipation et un mode donc de prédiction qu'on peut attribuer
aux intelligences artificielles génératives. Alors elles prédisent, puisque par définition, elles sont fondées sur des prédictions et donc sur des probabilités. Donc il y a une prédiction de le point de couleur le plus probable qu'il faut mettre dans un dessin, bon, par exemple, ou du token, hein, on va dire, ou du mot le plus probable dans une phrase. Et la prédiction, elle se déplie sur un mode temporel linéaire, où il y a un premier token, un deuxième, un troisième, un point, un deuxième point, un troisième point, donc un passé, un présent et un futur. Et l'anticipation, donc, la prédiction, elle a pour nature de déplier le temps selon des temporalités distinctes, passé, présent, futur. Et il me semble que, bon, sur les prédictions, on peut imaginer que les intelligences artificielles génératives soient plutôt bonnes, mais en revanche, ce que je dis, c'est qu'il y a un champ de la temporalité et de la diction, de la manière de dire ce temps qui est tout autre, et qui est celui de la prophétie. Terme que j'ai en partage actuellement avec Bernard Asp, avec qui on discute de ces choses-là, de l'importance de la question de la prophétie. Et la prophétie, au contraire, je la considère, je n'ai pas un truc que j'ai inventé moi, mais comme quelque chose qui a une tendance, au contraire, à condenser la temporalité, à replier finalement le futur et le passé sur un temps qui devient dense et qui se soutient de lui-même, comme si soudain il sortait de cette ligne temporelle passé, présent, futur, et presque s'énoncer, lorsqu'on dit une prophétie, finalement on l'énonce presque du point de vue de l'éternité. Quelque chose qui, dans la prophétie, n'est pas enchaîné à la temporalité. Et donc ça lui donne une puissance considérable. Elle aussi, ça lui donne également son danger, et on en connaît aussi les conséquences religieuses dramatiques. Mais la prophétie permet de dire quelque chose qui échappe fondamentalement, qui échappe. C'est même pas qu'elle échappe, c'est qu'elle brise en fait la continuité propre. Et donc la prédiction, c'est en ça que tu opposes la prédiction, elle veut que que ce qui devait advenir advienne, oui. Alors que la prophétie, elle propose une bifurcation. En fait, elle peut proposer quelque chose de totalement, effectivement, absent, mais qui se tient de soi-même. Elle indique quelque chose qui doit être, et elle indique avec une force telle que ce doit être, en même temps, il peut déjà être présent. Il peut être dans cette diction, dans la communauté qui va finalement faire de cette prophétie une manière de vivre. Elle peut s'incarner dans le présent, même si l'ensemble du monde finalement semble s'opposer à cette forme de vie ou à ce qu'énonce la prophétie. La prophétie, par exemple, je sais pas moi, qu'on trouve dans Isaïe, qui définit la paix comme l'endroit, comme l'égalité absolue entre les animaux, de telle sorte que le loup et l'agneau, je sais jamais quelles sont les bestioles qui sont en jeu là-dedans, mais un moment d'égalité comme on a, je sais pas, au début de 1000 ans d'Odyssée de l'espace, quoi, une sorte d'égalité radicale entre tous les êtres qui sont vraiment mis à l'horizontale, avant qu'il y ait un imbécile qui décide de changer un os en outil, ensuite en arme, quoi, où là une verticalité se met en place, et puis la guerre commence entre ceux qui ont des os pour tuer et ceux qui sont encore plus ou moins à quatre pattes, quoi. Mais donc voilà, l'égalité est prononcée et elle a lieu dans la diction elle-même. Après, il manque un monde qui pourra la confirmer, cette prophétie. Et cette question de la prédiction, elle en amène une autre dans le livre, mais en fait aussi spontanément comme ça, c'est que c'est l'action de la décision. C'est-à-dire que l'IA, alors attends, là pour le coup c'est important que je retrouve le passage que j'avais noté. On pourrait séquencer ainsi les 3 étapes techno-capitalistes de l'automatisation de la décision. Cette automatisation étant l'ultime objectif des concepts et propagateurs de l'IAG. 1. D'abord inverser Internet en automatisant la production de contenu par des robots. 2. Ensuite, produire des substituts fonctionnels à caractère humanoïde, type psychologue robot et ami IA. 3.
enfin faire en sorte qu'un agent IA spécifique puisse assister en permanence la vie analogique afin que cette IA personnalisée puisse prendre des décisions à la place de chaque personne. Ah oui. Et cette question politique, morale, etc. est absolument clé. Et ça, c'est dans toute une partie, et ça, je veux bien que peut-être tu peux partir de là, où tu opposes zombie du numérique et spectre de l'analogique. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre zombie et spectre et en quoi est-ce que ça ouvre la question de la décision et de l'autonomie de la décision? Ça, il faut absolument que vous alliez, là, si jamais des gens ont pu tenir jusque-là et continuer à écouter, et si vous ne connaissez pas Palantir, donc l'entreprise de Peter Thiel, il faut absolument que vous alliez voir sur Internet le site web en fait, de cette entreprise qui aujourd'hui fait les plus grands, les marchés les plus juteux depuis que Trump a été élu. Parce que l'entreprise de Peter Thiel, donc il est cofondeur, comment dit-on, enfin il a co-créé, disons, cette entreprise, et des gens savent peut-être qu'il a été celui qui a financé l'élection de J.D. Vance, donc le vice-président des USA. Il a financé donc son élection en tant que sénateur, avant que plus tard il devienne vice-président. Donc c'est vraiment un des acteurs clés du technofascisme. C'est celui en fait qui, avec d'autres, insiste sur le tournant nécessaire de la Silicon Valley. Il faut lire un livre de 2024 qui s'appelle The Technological Republic, qui a été coécrit par le CEO de Palantir, et qui explique dans ce livre à quel point la Silicon Valley s'est perdue dans des délires individualistes, consuméristes, cherchant à créer des bonnes applications et des réseaux sociaux, alors que la vraie question, c'est la question sécuritaire, c'est la question de la nation, c'est la question de la patrie, c'est la question de l'utilisation de l'IA pour avoir une armée capable de protéger les États-Unis d'Amérique. Bon, donc Peter Thiel, c'est ce gars-là. Et la formule même qui définit la devise de leur entreprise, de son entreprise, c'est, maintenant il m'échappe, en gros c'est automatiser la décision. C'est ça, l'essence, enfin, l'objectif ultime, c'est, et là on revient sur la question du cognicisme à fond, c'est automatiser la décision. Et c'est très sérieux, c'est quelque chose vraiment qu'ils veulent faire. Concrètement, ça veut dire quoi? C'était rattaché au passage que tu lisais, les agents IA. C'est ça qu'ils veulent développer. En gros, l'objectif, et là on est vraiment dans un scénario dystopique, de science-fiction, c'est que ou dans une nouvelle de Baudelaire, à chacun son idéal, mais chacun a son agent IA qui prend des décisions pour lui. Alors concrètement, ça veut dire que qu'on aurait, disons, soyons optimistes, un agent IA qui a accès à l'ensemble de nos données, qui a accès en fait à notre agenda, et qui va pouvoir facilement prendre un rendez-vous médical pour soi. C'est vrai, si ton agenda en fait te dit que mardi après-midi, mercredi matin, tu as un temps libre, pourquoi la machine ne le ferait pas pour toi? Bon, c'est ça l'idée. Et donc c'est véritablement, non pas simplement donner les informations dont on a besoin, non plus simplement formater le désir en avance, donc prédire les désirs qu'on pourrait avoir, et faire en sorte ensuite de nous inviter à les suivre, ces désirs qu'on n'avait pas pu soi-même formuler. On est dans un autre registre, on est véritablement dans le cœur de ce qu'on a pu appeler du terme classique, et je crois qu'il faut revenir à ce terme classique aujourd'hui, de liberté. Donc automatiser la décision, c'est véritablement faire en sorte qu'une machine puisse se substituer à ce qu'on croyait être, là encore on se trompait, c'est pas là où ça se joue, le cœur même de l'humanité. Et là, pour encore une fois reboucler sur ta première question, le technofascisme, c'est ça. Automatiser la décision, c'est le technofascisme, ou c'est ce que j'appelle le fascisme artificiel. Mais à la fin l'avant-dernier chapitre du livre, tu fais tout de ce que tu appelles des premières notes, des espèces de, pas des conclusions, mais espèces de résumé un petit peu de ce qui est condensé. Oui. Et la première, c'est le surcapitalisme et la recherche de l'immortalité sur fond d'écocide. Oui. Et après donc t'expliques ça un peu mieux. Et en fait, moi, ça m'a fait penser à ça a rajouté une idée dans ma tête, c'est que donc pour parler de Gaza, donc dans 2 mois, quand on diffusera ça, je sais pas ce qui restera de Gaza, peut-être encore moins que ce qu'il y a maintenant, mais
moi j'ai l'impression qu'il y a enfin parce que là en gros tu mets ensemble écocide et IA. Alors il y a souvent une critique un peu pas facile mais en tout cas très entendue de dire ah bon l'IA ça prend de l'eau et puis c'est machin bon pour ça tout le monde est d'accord avec ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a une autre dimension à ça que tu t'exposes et que tu captes bien mieux et donc qui je pense enfin là ce que je vais expliquer c'est pas clair dans ma tête donc ça mais je vais essayer de le rendre le plus clair possible. Non mais c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a deux pans autour de la question de Gaza qui relie l'IA et l'écocide. Le premier truc, c'est de discussion avec quelques amis, on se disait que, en fait, peut-être que ce qu'il y a d'inédit dans la destruction de Gaza, ça a à voir avec l'écocide. Pourquoi c'est que, donc c'est une hypothèse, hein, mais c'est que c'est la première guerre de cette ampleur qu'on connaît à une époque où les gens ont parallèlement conscience que la Terre peut être détruite, va être détruite. La Terre en tant que la Terre. Que jusqu'à maintenant, on avait toujours compris comme une entité qui nous précédait, qui nous survivrait, etc. Là, on est la première génération qui est là. Bon, en fait, la Terre, a priori, à un moment donné, en tout cas, nous sur Terre, ça va être fichu. Et donc, d'un seul coup, existe la possibilité dans nos consciences que la Terre n'existe plus. Et donc, d'un coup, détruire un petit bout de cette Terre, peut-être que ça devient une espèce d'idée acceptable, en fait, enfin, même pas acceptable moralement, mais en tout cas, formulable. C'est-à-dire qu'en fait, faire un trou dans la Terre, pourquoi pas et que, enfin, voilà, ça, c'est peut-être une espèce de saut qualitatif dans Gaza, c'est on peut s'auto... Et parce que les gens, et moi, à mon avis, tout le débat sur le génocide, qui, je pense, a des intérêts politiques, enfin, des enjeux politiques très grands que je veux pas du tout dénier, mais j'ai l'impression que ce qui se passe à Gaza, c'est au-delà d'un génocide dans le sens où c'est on retire un bout du monde. On oblite comme on retirerait une verrue, comme on retirerait un point noir. Alors, on peut s'autoriser à retirer un bout du monde. Ça c'est le premier pan. Le deuxième point, c'est que sur quelle modalité c'est fait, pour l'instant on n'en sait pas encore grand-chose, mais on le saura d'ici peu, c'est fait aussi par de l'IA. C'est-à-dire que la possibilité de détruire un bout du monde, elle est rendue possible par le fait que les gens se déresponsabilisent et qu'il y a des feux verts, feux rouges, feux oranges. Donc on connaît la théorie du drone de Chamaillou, etc. Bon là, on peut dire que c'est le degré encore supérieur, où donc personne dans le fond n'a porté moralement cette responsabilité-là. Et en même temps, et ça j'y ai pensé, ça c'est deux points que j'avais, mais le troisième point auquel j'ai pensé en lisant ton livre, c'est sur la vidéo de Trump faite par IA avec Gaza reconstruite. En fait, cette vidéo-là, tout le monde l'a vue comme à la fois monstrueuse et débile, enfin comme un truc un peu genre ah là là, vraiment quelle cochonnerie de Trump. Mais en réalité, là, en lisant ton livre, c'est ce que je me suis dit. En fait, dans le fond, ce que cette vidéo, elle vient, enfin, en fait, la puissance et la brutalité de la violence de cette vidéo, elle vient du fait que, en fait, cette destruction d'un bout du monde, elle coexiste avec la possibilité d'une reconstruction fantomatique du monde où, en fait, les morts ont été absentés, les morts ont été évidemment mis de côté, mais en fait, l'IA permet de s'imaginer la reconstruction d'un non-monde. Et là, d'un seul coup, quand on prend ces trois points-là, d'un seul coup, on pige que ce truc-là, Gaza, IA, écocide, et dans le fond, ce qu'on est en train de vivre, c'est un changement anthropologique, en fait. On vit une nouvelle phase du monde où c'est vraiment un vrai changement, quoi. C'est pas juste une question de brutalité et d'horreur, c'est vraiment un changement dans la totalité de nos perceptions, quoi. Le monde est interchangeable, et destructible et remplaçable par un imaginaire d'IA, quoi. Il y a un changement de monde, comme tu dis, et c'est très clair. On vit ça, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe, en fait, qui touche. C'est pour ça que la géopolitique est réactivée. C'est pour ça que les guerres sont réactivées. Parce qu'on est dans ce moment donné dans lequel ce qu'on a pu appeler globalisation ne fonctionne plus. Les impérialismes, il faut les redéfinir. Enfin, on sait bien qu'on est tous en train de redéfinir les termes, que ça ne marche plus, quoi. Que les manières de se représenter, les luttes politiques dans les rapports aux États, ça ne marche plus non plus, etc. Et c'est vrai qu'il faut essayer de voir dans cette reconfiguration-là, ce qui relève de la question de l'écologie, donc l'écocide et ce dont tu parlais toi, s'autoriser, quand des pouvoirs s'autorisent à faire des choses sous condition qu'en fait, au bout du compte, la Terre est en train de crever. Et puis la question de l'IA, comment on pense ces choses-là ensemble pour partir d'un point, qui est le point dont tu partais, pour justement essayer de voir comment on remet ces
ces lignes-là, ensemble. La ligne de l'IA, la ligne écologique, la ligne politique. Prenons Gaza. Il y a une autrice américaine dont le nom m'échappe, qui parlait de sides wave. Parce qu'il y a tellement de d'écocides, génocides, féminicides, etc., qui ont lieu dans Gaza, que c'est comme une vague de cides, enfin, c'est pas un seul qui est en jeu. Et on se dit effectivement, comme tu le dis, que si on dit génocide alors même qu'on pense être déjà au top en termes d'horreur, au fond, il y a tellement de lignes qui sont en jeu, tellement de strates de la société, de la réalité qui sont soumis à une entreprise de destruction, qu'autre chose se passe de plus. Il y a quelque chose qui se passe de plus. C'est toujours ce qu'on pense aussi avec Gaza. Quelque chose se passe de plus. Ça engage toujours tout. Ça engage l'Europe, ça engage le colonialisme, ça engage... tout est engagé finalement d'une façon absolument infernale dans ce territoire-là. Et notre destin politique et notre honneur, je pense que ça veut dire, mais ce mot m'est venu. Disons, enfin, au sens qu'il y a quelque chose de l'ordre quand même de... Je sais pas, de savoir ce qu'on tient là-dedans ou pas. Bon. Mais écocide... oui, parce que on sait bien que c'est le territoire qu'il s'agit de toute façon de détruire. Donc c'est la question de la reproduction du vivant qui est en jeu et qui a annihilé en fait dans l'entreprise de destruction israélienne à Gaza. Et il y a, alors là je n'aurai pas la référence maintenant, mais je la cite, cette autrice, dans un article qui sera publié en portugais, en portugais, en anglais. C'est donc le livre Terre et Liberté, publié au Lien qui libère, et écologie pour une écologie de la libération, je pense que c'est le titre. Et bref, il y a une autrice dans ce texte, non en fait c'est dans un entretien dans Uzbek Erika, d'une autrice qui est peut-être celle qui dirige ce collectif. Bref, elle dit que ce qui arrive actuellement à Gaza... C'est Fatima Wassak, non? C'est ça, je pense son nom. Va nous arriver à nous. Elle dit ça dans un entretien dans Uzbek Erika. Et ça m'a beaucoup marqué en fait, ça, qu'elle dise ça. Et qu'elles-mêmes le disent, que là on dit, c'est pas simplement... donc là il n'y a pas de risque de rater la spécificité. Le risque, on dit qu'on va s'étendre, les problèmes de, comment dire, de destruction de l'écosphère, ça touche d'abord, bien entendu, les personnes racisées, etc. Puis ça va s'étendre. Il y a toujours la question de qu'est-ce qu'on dit quand on dit que ça va s'étendre. Est-ce qu'on nie pas la singularité de celles et ceux qui sont d'abord exposés au tort et au mal? Mais c'est elle-même qui le dit. Elle le dit, on est là dans quelque chose qui, effectivement, si ça s'applique là, si on l'autorise, pour reprendre ton expression, on va certainement pouvoir s'autoriser ailleurs. Donc il y a une expérimentation grandeur nature, pour des enjeux spécifiques bien entendu, il ne s'agit pas de les nier, mais du nouveau monde. Et le nouveau monde, c'est effectivement celui dans lequel, avant même que la vague de seeds, la vague de destruction ait été menée à son terme, on peut déjà simuler ce qui va le remplacer. Et comme tu disais, tu as hésité, tu as dit non-monde, parce que finalement, c'est les deux, c'est un nouveau monde qui a un non-monde en même temps. Donc l'IA est à la fois ce qui permet en fait cette destruction, voilà, avec l'usage par Israël en fait de programmes d'IA pour cibler. Mais on sait bien que le ciblage est un mauvais terme, puisque cibler c'est décibler, puisque cibler par l'IA c'est forcément étendre le nombre de possibilités, ça marche sur des probabilités. Il est probable que dans cette maison, ou peut-être celle-là, ou derrière, se trouve une personne, ou peut-être une autre, qu'on veut essayer de tuer. Donc en fait, résultat, il bombe tout. En fait, il bombe tout. Donc ça cible pas, en fait. Au contraire, ça pulvérise, disons, un territoire pour des raisons de probabilité. Donc même la manière dont l'IA influence les bombardements est déjà en soi une atteinte spécifique au territoire en tant que tel, au lieu d'être un ciblage. Tu te souviens quand l'administration Bush parlait de frappe chirurgicale? On est très clairement plus dans une frappe chirurgicale. Sauf si on appelle chirurgie le fait de tuer le patient, bien entendu, et si on appelle chirurgie boucherie. Mais là, ce serait frappe bouchère ou boucherie chirurgicale, en tout cas. Oui, parce que ce qu'on sait, on en sait peu, mais il y a quand même quelques articles de la RS là-dessus, c'est que ce qui semble, la manière dont ça semble fonctionner, c'est que l'IA analyse
l'importance de la cible par rapport, enfin entre autres choses, par rapport aux risques collatéraux à côté, et donc il y a une espèce de balance qui est faite, et donc quand en dessous de tel seuil, allons-y, dégommons, au-dessus de tel seuil on dit bon non quand même pas, on va quand même pas dézinguer 5000 personnes pour un type supposé du Hamas, et puis puis il y a une petite zone orange où là en gros qui est l'évaluation du coût d'une vie, enfin du risque pris, donc c'est quand même ciblé, c'est ciblé, mais le truc c'est que la décision qui est prise à la fin des fins, en réalité, elle n'est pas réellement prise par les humains, en fait. Et ça, c'est ce que tu racontes dans le livre, tu le dis. S'il y avait c'est un des passages un peu drôles sur drôle, entre guillemets, sur l'IA et la guerre. C'est qu'est-ce qui se passe si, en fait, la décision humaine est complètement sortie de la prise de décision. En fait, ça fait des espèces de machines qui, forcément, calculent plus vite que les humains. Donc, on va pas attendre que les humains ralentissent la guerre et perdent parce qu'ils vont être un peu trop cons pour appuyer assez vite sur le bouton. Et donc, ça crée une espèce d'escalade infinie de combattants IA, quoi. Alors, très important, disons ça maintenant, et c'est par rapport à ce que tu viens de dire, posons les choses ainsi, disons que l'IA générative est sourde et aveugle. Je pense qu'il faut revenir faut réouvrir le capot, entre guillemets, et revoir ce qui se passe dans la machine. C'est important par rapport à la question du ciblage, c'est très important en fait. Qu'est-ce qui se passe dans ce qui motive après le fait d'aller bombarder ou de mettre telle ou telle personne en prison, etc. Donc, l'IA-G est sourde et aveugle. Elle n'a aucun rapport au monde. Et je dis ça parce que tu as dit analyser. Et moi aussi, je pourrais dire, je ne te reprends pas sur les mots, je te dirais moi aussi, bien entendu, on fait tout ça. On va effectivement être dans un schéma de pensée où on s'imagine que cette machine recherche une information, analyse l'information et en tire une conséquence, selon plutôt le type d'IA symbolique qui justement a été abandonné. C'est pas du tout comme ça que ça marche, en fait. Il faut toujours se rappeler que la modalité par laquelle, disons, l'information, disons, le contenu va être généré, ne correspond pas à une analyse de la situation. On a vraiment quelque chose qui fonctionne, il faut le redire, sur des probabilités, sur des comment appeler ça? C'est comme on met des bouts, en fait, on raccroche des bouts à des bouts, ou des bits à des bits, en fait. Et à la fin, on va avoir un truc qui ressemble à une information, mais qui n'en est pas une. Il n'y a pas eu d'information, il n'y a pas eu d'analyse qui a donné ça. Donc, quand je dis l'IA-G est sourde et aveugle, ou quand je dis dans le livre elle est sans monde, il faut toujours se rappeler ça. Et que donc, lorsqu'on suit, et ça rejoint la question de la croyance dont tu parlais tout à l'heure, lorsqu'on suit ce qu'elle dit, il faut bien comprendre que c'est une drôle de chose que de suivre une machine sourde et aveugle qui est sans monde, et par rapport à laquelle on va néanmoins se fier dans le monde. On est quand même dans une situation qui est littéralement folle, en fait. Et je reviens sur l'angoisse dont je parlais tout à l'heure, parce que je crois que véritablement, prendre conscience de ça, c'est prendre conscience qu'en fait, qu'on est continué dans un autre monde, dont on n'est pas sorti, puisqu'on ne voit pas très bien précisément comment il est possible de sortir de cette je dirais pas de cette machination, parce que ce sont bien des machines construites, produites, mais on est dans cette étrange situation. C'est pour ça que je reviens sur le mot ciblage, parce qu'on cherche aussi, toi et moi, ou tous autant que nous sommes qui réfléchissons sur l'IA, à savoir voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc, comment ça marche, est-ce qu'on y croit, est-ce que c'est fiable, quoi. Ben voilà, quand même la masse centrale de l'IA générative, c'est quelque chose qui est absent au sens, à tous les sens du terme. Donc c'est quand même étrange de se fier à ça, quand même, même pour tuer. Alors, juste pour conclure, parce que là on te tient, ça fait déjà 50 minutes alors qu'on a dit qu'on essaierait de faire exact. Court. Mais alors, pour pas terminer sur une note trop déprimante. Oui, désolé, non mais à la fin du livre, tu t'essayes d'explorer un peu ce que seraient en fait les deux manières de lutter contre l'IA. Donc une manière révolutionnaire et une manière réformiste. C'est un peu de voir. On voit quand même croit un petit peu moins à la manière réformiste, parce qu'on voit bien que c'est assez difficile d'isoler, on voit bien dans l'histoire, isoler des zones techniques en s'imaginant qu'on veut, c'est jamais passé. Mais
le point de vue révolutionnaire, nous, celui qui nous serait le plus attrayant, en tout cas, le plus sympathique, toi, de ce que je me souviens de ce que j'ai lu, donc toi, ce que tu dis, c'est que, en fait, c'est un peu une erreur de prendre l'IA en tant que pure IA, comme espèce d'ennemi, en disant, cassons les machines, parce qu'en fait, elles sont déjà partout, elles sont dissimulées, etc. Mais en fait, de prendre la question beaucoup plus générale de l'organisation sociale, politique, etc. Enfin, ça peut pas ça. Oui, c'est ça, complètement. Mais c'est toujours une de mes obsessions. Je finissais la condition planétaire aussi là-dessus, sur comment on articule la perspective révolutionnaire, la perspective réformiste. Je sais pas, moi, je me dirais pas sujet révolutionnaire parce que j'aurais honte de dire ça, parce que ça engage des choses et je n'en suis pas à la mesure de ça. Mais je sais en revanche qu'il n'est pas possible de changer le monde sans un horizon révolutionnaire. Ça, j'en ai toujours été convaincu. Et la question, telle que je la pose à la fin de ce livre, c'est comment on fait en sorte de trouver des espaces de réforme qui font droit à la perspective révolutionnaire, en fait. C'est-à-dire comme si on s'en débarrasse, effectivement, on a la réforme qui consiste à améliorer les droits ou éviter les biais racistes et sexistes de l'IA, ce qui est déjà pas mal. Je dis pas que c'est bien, je dis simplement que si la réforme c'est ça, c'est si on n'interroge pas l'économie capitaliste, c'est-à-dire les biais reviennent par la propriété privée des moyens de production. Voilà, pour moi, être révolutionnaire, ça veut dire remettre en cause la propriété privée des moyens de production. Enfin, voilà, bon, c'est à ce niveau-là, je suis très classique, disons, mais je crois vraiment que tant qu'on ne change pas ça, on ne change rien du tout, et qu'il ne faut pas croire un seul instant qu'effectivement, Musk ou Thiel changera quoi que ce soit à leur manière de faire. Donc, il y a quelque chose qui ne peut être que révolutionnaire. Et effectivement, comme tu le dis, je dis que l'IA s'est disséminée assez pour que casser les machines ne suffise pas. Je ne refuse pas l'idée ludique en tant que telle, je dis simplement que là, si mon hypothèse est juste, et si notre manière de parler déjà entre nous aujourd'hui est d'une certaine manière déjà modifiée, prise en compte, sous l'ombre, disons, de l'IA, alors c'est bien le changement qu'il s'agit d'opérer implique aussi un changement de l'ordre du langage, de la communication, des formes sociales. On revient au début, quoi, la forme sociale totale. L'IA, c'est pas simplement la machine sur la table, c'est bien le tissu machinique, linguistique, psychologique qui forme le monde ou son absentement. Et donc, pour finir ce livre, j'essaie de voir comment un certain type d'expérience de déconnexion, ce que j'appelle de déprescription, peuvent nous amener à prendre l'écart suffisant à partir duquel il devient même possible d'envisager une perspective révolutionnaire. Et donc je ne vois pas aujourd'hui comment on pourrait la penser directement, cette perspective, sans réinterroger nos branchements, en fait, sans réinterroger notre manière de parler, d'écrire, de penser, d'aimer, et même nos manières dont on envisage de pouvoir se soustraire à un monde dont nous ne voulons pas. Je voulais revenir sur un point par rapport à l'autre entretien du coup que t'as pas vu, mais le travail de Mathieu Cortel. Oui. Dans son travail et dans l'entretien qui était mené ici, un pivot que Mathieu Cortel dégageait comme important, c'était de dire et de faire valoir le fait que il n'y ait pas de subjectivité derrière la machine. Ce qui nous semble un peu évident, mais lui, il faisait valoir le fait que c'était important d'affirmer ça et que ça soit répandu, que tout le monde soit bien clair sur ça. Et il me semble qu'une manière de faire ça, c'est de dégager la différence, de la rendre claire, de la rendre intelligible, évidente, et donc bien la formuler. Oui. Et donc, je pense qu'il y a deux éléments qui ont été un peu soulevés de ce côté-là, à la fois dans l'autre entretien et ici, sans forcément avoir été développés. Le premier auquel je pense, c'est Mathieu, Mathieu qui disait, dans l'entretien avec Mathieu Cortel, qui disait potentiellement dans une hypothèse où l'IA pourrait nous donner des conseils sur notre vie intime, notre vie personnelle, en ayant, je sais pas, nos journaux intimes, ces éléments-là. Mathieu disait, en fait, on veut des mauvais conseils, on a besoin d'amis qui donnent des mauvais conseils.
Et donc, moi, ça me posait une question qui était d'expliciter un petit peu ça. Finalement, pourquoi on veut des mauvais conseils? Ce qui me semble important, intéressant. Je vous donne un exemple de mauvais conseil, ça serait quoi un mauvais conseil? Ça serait... Alors, je sais pas, Mathieu peut-être pourrait dire justement, moi c'est plus une question ouverte. D'accord, Et donc le deuxième point qui me venait, que je trouvais intéressant, c'est ce que tu mobilisais, qui était un peu, je sais pas, peut-être tu pourras dire, mais une reprise ou en tout cas un développement de quelque chose qu'on trouve déjà chez Lacan, qui est l'idée de trou, et l'idée de reconnaître le trou comme quelque chose de productif, quoi. Donc ouais, il y a ces deux éléments un petit peu qui... D'accord. Pose question et que je trouverais peut-être intéressant de développer, de déplier un petit peu ça pour expliciter un petit peu plus ça, pour qu'on puisse faire rendre encore plus intelligible cette différence-là, quoi. D'accord. La première chose, je ferai une distinction entre sujet et subjectivité. Dans le livre Trop Machine, je dis que le sujet, aujourd'hui, il est du côté de la machine. Je dis pas la subjectivité. Le sujet, c'est-à-dire que je dis que l'un des problèmes dans lesquels on est, c'est que lorsque la machine, en fait, donc l'intelligence artificielle, nous fait part d'un désir qui était encore incoatif, genre lorsque Amazon nous fait part d'un livre qu'on ne connaissait pas, mais qui est exactement celui qu'on voulait. Et ça marche super bien. Enfin, je veux dire, ça marche bien. C'est bon sang, mais oui, exactement. Je voulais lire ce livre. Et c'est réel. C'est pas une publicité. C'est pas quelque chose qui me fait découvrir un produit que je ne connaissais pas et dont je n'ai pas besoin. Et le but, ça va être de m'attraquer jusqu'à ce que oui, finalement, je veux ce putain de grille-pain. Donc, c'est pas ça. C'est véritablement une manière de pouvoir anticiper, prédire un souhait qui était incoatif, qui était à l'état virtuel. Bon. Mais une fois que la machine m'a permis de voir cette chose-là, et qu'en retour, donc, je décide d'acheter, tout ce que je fais en retour revient toujours vers la machine. Je ne suis pas un sujet à ce moment-là. Je suis vraiment un objet, au sens de celle ou celui qui est soumis à quelque chose dont je ne suis pas à l'initiative de ça. Donc je dis, le sujet, c'est la machine. Je ne dis pas qu'elle a une subjectivité, je dis que c'est vers elle que revient l'information. Et ça ne revient jamais vers moi. De même que, par exemple, lorsque les étudiantes et les étudiants aujourd'hui, il y a des tests qui sont faits en grandeur nature aux USA, utilisent des intelligences artificielles pour faire leurs devoirs, et lorsqu'on leur demande est-ce que vous êtes l'auteur ou l'autrice de votre devoir, ils répondent non. Ils ont beaucoup de mal à se dire autrice et auteur de leur propre devoir. Donc vraiment, quand je parle du sujet, c'est la machine, c'est ça, c'est exactement ça. C'est pas moi, en fait. Et ce qui est vrai, c'est la machine. Mais qu'est-ce que c'est qu'une situation dans laquelle je suis mis, dans laquelle j'ai été mis, de ne pas pouvoir me dire sujet de mes propres actes. Enfin, c'est quand même... Voilà. Donc, le sujet, c'est la machine. C'est elle qui peut dire, à la limite, qu'elle est responsable d'avoir détruit un bâtiment à Gaza ou d'avoir trouvé une chose en moi qui était à l'état virtuel et qui est actualisée, par exemple, dans un achat. Bon. Au niveau de la subjectivité, Guattari, par exemple, parlait de subjectivité, de proto-subjectivité machinique. Donc il envisageait quelque chose comme ça. Les machines, elles ont une subjectivité en tant qu'elles sont rattachées à des êtres humains. Donc il ne disait pas qu'elle en avait en tant que telle, de façon autonome, mais comme il refusait de séparer ça des êtres humains, il disait oui, elles ont une proto-subjectivité du fait de leur association, de leur agencement avec les êtres humains. Bon. Pour ma part, j'imagine dans ce livre, c'est la partie fiction, parce qu'il y a une partie en fait spéculative, philosophique et une partie fiction. J'imagine ce que serait cette subjectivité machinique, mais en tant qu'elle n'existe pas. Donc là, pour le coup, je serais d'accord, en passant de l'autre côté du même questionnement, elle n'est pas là, et j'imagine comment elle pourrait être. Comment une machine pourrait être, je dirais, frappée de subjectivité. Et quand je dis ça, je me rapproche peut-être d'un début de définition, c'est que j'appelle subjectivité précisément ce qui n'a pas été complètement objectivé. Je crois que dans subjectivité, pour moi, il y a quelque chose qui s'est révélé. Tout à l'heure, Mathieu faisait référence à Agamben, et chacun a ses références, on peut passer à Lacan, comme tu disais. Quelque chose a fait en sorte que j'ai pu commencer à me dire vivant et aimant et découvrant ce que je n'avais jamais osé voir ou espérer. Ces moments-là, c'est ces moments donnés en fait de révélation à soi que j'appellerais subjectivité.
Et donc une telle révélation à soi, ça suppose forcément d'avoir été manquant de quelque chose, d'avoir été manquant de ce qui ne m'a pas, de ce qui ne s'est pas suffi, de ce qui ne m'a pas suffi. C'est parce que quelque chose ne m'a pas suffi. Moi, je suis pas négré, je suis pas spinoziste, j'adore Deleuze, mais je suis pas, je crois fondamentalement au manque, mais pas du tout comme une. Je sais aussi qu'il faut se méfier des captures du manque par l'État, mais je crois que le manque, c'est l'espace de disjonction en moi qui permet à la subjectivité de naître. Voilà, c'est ça pour moi. Le subjectif, c'est ce qui refuse, c'est ce qui objecte à la subjectivité, c'est ce qui objecte au pouvoir de la norme, au pouvoir du discours, au pouvoir de l'État. Voilà, c'est là pour moi où naît la subjectivité. Et en ce sens-là, il n'y en a pas dans la machine. Il n'y en a pas dans l'IAG. Sous bénéfice d'inventaire. Parce que quand même, quoi. On peut aussi ajouter, je pense, l'idée de but de ce qu'on fait dans nos vies, en fait. Quand on parle de sujet et subjectivité, je pense que la subjectivité, c'est ce qui va ressentir de la joie ou de la douleur pendant un procédé. Est-ce que l'IA ne ressent pas? Et aussi avec l'IA, quand on parle de... Enfin, je pensais à ça quand on parlait de... Est-ce que l'IA marche ou pas? C'est comprendre l'intelligence comme purement organisée pour un but, pour une fin, et ça efface tout le procédé qui va avec, en fait. Et toute la joie qu'on peut éprouver dans un travail artistique ou juste n'importe quel travail, ou même la douleur, ou même la pénibilité, ce que l'IA ne ressent pas. Et donc, par exemple, l'exemple du devoir qui est écrit par des étudiants par de l'IA, bien sûr qu'en tant qu'étudiant, on n'a pas envie de commencer notre devoir et on fait ça à la dernière minute, etc. Ouais. Mais une fois qu'on est dedans, on éprouve quand même que y a des idées qui arrivent, on se sent agrandi, on se sent élargi, l'IA en fait n'a pas cette dimension subjective là. Donc parler de est-ce que l'IA fonctionne ou pas, ça montre en fait qu'on a aussi une compréhension d'intelligence qui est beaucoup trop organisée autour d'un télos, autour d'un but, autour d'une fin. Et c'est peut-être aussi, si on peut ramener ça à une dimension politique, si on veut aussi contrer l'avancée de l'IA, ce serait aussi ramener la dimension de peut y avoir du plaisir dans le travail, peut y avoir ou bien sûr de la douleur et de la pénibilité, mais ça aussi c'est quelque chose de précieux et d'humain. Et justement en fait valoriser ça, je pense. Ouais. Moi tu vois, ce que tu me fais dire, je dirais maintenant je modifierais ma définition de la subjectivité, je dirais c'est ce qui a pu être ému, la subjectivité. Et en jouant sur ému, ex-motion, être mis en dehors de soi, on pourrait même convoquer bataille là-dedans si on a envie. Effectivement, donc avoir été mis hors de soi, si une machine pouvait être mise hors d'elle-même, ça se saurait, qu'elle soit hors d'elle-même, et donc qu'elle puisse, comme tu dis, ressentir. Voilà, ça serait effectivement l'épreuve même, la preuve même qu'on serait dans une autre dimension. Mais ce qu'elle ne peut pas être générée, je refuse. Alors je reviens sur ce que j'ai dit, je dirais pas au bénéfice d'inventaire. Cette phrase-là, si on pouvait l'effacer, parce que c'est pas, il n'y a pas à faire d'enquête supplémentaire par rapport à l'IAG. La manière dont c'est fait ne pourra jamais mettre une machine hors d'elle-même. Il faudrait un autre type d'intelligence artificielle, donc une autre machine, pour qu'effectivement quelque chose de l'ordre. Encore là, je repasse du côté de ma fiction, hein, d'accord ? Je repasse du côté de ce que serait cette chose qui n'existe pas. Et effectivement, pour qu'il y ait de la subjectivité, il faut qu'à un moment donné, quelque chose ait été interrompu dans un manque d'émotion. Parce que le plaisir dont tu parles, ou disons l'émotion dont je parlais, il me semble qu'elle vient par surprise. Ce que je veux dire, c'est que si on ressent de la joie à un moment donné, comme tu dis, il n'y avait pas de télo, c'est bon, je fais ça pour avoir de la joie. Non, ça s'appelle de la drogue. Je dis pas que je suis contre les drogues. Enfin, si je peux être contre certaines drogues, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que c'est autre chose. On va avoir un télos là, on va prendre une drogue pour avoir un effet. Mais il me semble que ce dont tu parlais, c'est quelque chose qui vient en plus, qui s'ajoute. Mais c'est là où il y a du subjectif justement, non ? Oui, parce qu'on pourrait avoir une IA. Disons que le problème de l'IA c'est qu'elle ressent rien, et on pourrait en fait avoir une théorie déflationniste des émotions, on pourrait avoir un programme qui dit dans cette étape là l'IA va ressentir cette émotion, et du coup on va dire si on a une théorie déflationniste des émotions, l'IA ressent de l'émotion parce que l'algorithme lui dit de ressentir de l'émotion, mais la différence cruciale c'est que comme tu dis, dans un procédé humain de création et d'intelligence, d'utilisation de l'intelligence, ces émotions-là, cette joie-là, elle va arriver là où on l'attend pas en fait. Donc elle peut jamais être prévue. Oui.
L'algorithme, lui, bien sûr, il va être plastique, il va être modulable, Et mais oui. et j'espère jamais autant que le cerveau humain ne le sera. Ou l'animal, on peut imaginer Ou effectivement. l'animal, qu'il- bien sûr. Oui, 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 ça me convient ce que tu viens de dire. Euh, ça me convient.